Chers amis du PP, on est mardi 12 mars. Il fait légèrement gris mais relativement bon aujourd'hui. Hier à la même heure ici, on avait une rafale de neige et de grésille et tout autour de moi était blanc, à peu près 1 cm donc, de neige et de grésil mélangés. Ça n'a pas duré longtemps. L'après-midi, le ciel s'est découvert, il y a eu du soleil et tout ça a donc très vite fondu. Je vais essayer cette année, je ne sais pas si j'arriverai à tenir ma promesse, de faire une sorte de chronique de ce potager, faire partager de façon beaucoup plus régulière que les années passées, les 2 années passées, ce qui se passe au potager du paresseux, d'analyser ensemble, d'observer et des fois de conclure. Alors, depuis une quinzaine de jours, je pense, 3 semaines même, la dernière vidéo, un certain nombre de choses se sont passées. Quand j'avais filmé, il n'y avait pas encore cette étagère là-haut que j'ai fixée au haut de mes arceaux, ce qui me permet là-haut d'installer des plaques de semis et donc de gagner de l'espace en termes d'occupation de cette serre et notamment pour ce qui est de la préparation précoce des plants. Ce qui me permet de cultiver, par exemple ici, j'ai pu laisser ces différentes salades dont on pourrait parler dans un instant. L'actualité de la semaine, pour moi, est particulièrement émouvant. Vous savez combien me tient à cœur le fait d'inciter les gens à réfléchir, non pas à adopter des méthodes. Le potager du paresseux n'est pas une méthode, c'est une façon d'envisager le jardinage et je ne cesse d'encourager les gens, chacun à découvrir sa propre façon de faire son propre potager du paresseux selon ses convictions, selon ses croyances, selon ses connaissances, selon ses envies, etc. Tout ça, ça rentre dans un potager. Pour moi, c'est un énorme laboratoire où je m'amuse tout en ayant de quoi manger. Et de nouveau les articulations qui font mal, donc on va s'asseoir. Alors donc moment émouvant parce que cette semaine, enfin hier matin très exactement, j'ai reçu le nouvel exemplaire du livre que j'avais écrit l'an dernier. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent sous cette forme-là, le potager du paresseux, etc., avec cette couverture. J'ai évidemment eu quelques remarques lors des conférences, des gens m'ont posé des questions et je me suis dit tiens, ça tu ne l'as pas correctement traité dans ton livre. L'an dernier, quand j'ai reçu cet exemplaire, je l'ouvre, première page où je jette un coup d'œil, une belle coquille au niveau de l'impression, bon, qui ne change pas le sens, mais c'est toujours agaçant. Je suis un tout petit peu, ça ne se voit pas, mais croyez-moi, je suis un tout petit peu perfectionniste. Quand je fais quelque chose, c'est soit bien fait, soit ça reste en chantier, comme le sont un certain nombre de choses. Et donc, en accord avec mon éditeur, nous avons décidé de sortir une nouvelle édition, une nouvelle version augmentée. Donc, il y a, je crois, 20% de texte en plus en termes de caractères. Il y a une quarantaine de pages en plus, donc il est un peu plus épais que l'autre. La couverture a été, on va dire, redesignée. Voilà, donc il y a quelques changements, mais je voudrais quand même être très très clair avec vous, qu'il n'y ait pas de mal donne. C'est le même fond de texte que l'ancienne édition. Ce n'est pas le tome 2, auquel je travaille par ailleurs, qui devrait sortir peut-être donc au printemps prochain. C'est une version augmentée et j'ai le plaisir, je vous incrusterai un ou deux petits dessins
Cette version-là est illustrée, donc ma fille et son compagnon qui ont un joli petit coup de crayon m'ont fait une espèce de BD où ils se foutent un peu de ma gueule, histoire de mettre un peu d'humour dans ce bouquin qui par ailleurs est quand même assez sérieux. C'est tout ce qui se passe dans un sol vivant, décrit certes avec humour, je l'espère, mais comme parler des bactéries, parler des vers de terre, avec toutes les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement du 100% rigolo. Voilà, donc il sera en librairie à partir du 21 mars. J'ai donc reçu le premier prototype qui est sorti de presse fin de semaine dernière et qui est donc arrivé chez moi hier matin. Le potager du paresseux, le titre a légèrement changé, mais donc ne vous faites pas attraper, hein, on l'a raccourci. C'est maintenant produire en abondance des légumes plus que bio, sans compost, sans travail du sol, sans but. Voilà. Alors évidemment pour moi très très émouvant, peut-être que vous vous en fichez un tout petit peu, donc je range ça vite fait. Alors qu'est-ce qui a été fait là dans l'intervalle des 15 jours et sur quoi je vais focaliser cette vidéo? D'une part, donc un peu de travail autour de la taille des arbres qui me produisent le BRF et donc un peu de BRF mis sur les fraises. L'évolution ici des différents semis, différentes variétés avec des différences très très nettes. Mise en place des vitres sur les châssis avec quelques données météo et ce matin, pour passer tout de suite dans le vif du sujet, une surprise, -4 dans le châssis extérieur dont l'isolant s'était envolé parce qu'il y a eu un fort coup de vent vers minuit et malgré le fait que j'avais lesté avec des morceaux de bois, tout s'est envolé et donc sur le matin, -4, ce qui m'a tué une des petites plantules de tomates. 2 ou 3 autres ont résisté, ce qui montre que à -4, on est à peu près à la limite que supportent les plants de tomates quand ils sont tout petits. Donc là, on est au stade feuilles cotylédonaires, celles qui sont bien allongées comme ça, et on voit à peine poindre les 2 premières vraies feuilles. Donc c'est un stade plantule très très petit. J'ai eu la semaine dernière -2,5 dans le même châssis. C'est passé comme une lettre à la poste, pas de dégâts. Ce matin, le -4 a fait quelques dégâts, ce qui montre les limites du forçage dans des dispositifs froids. Je rappelle que cette serre n'est pas chauffée, que mon châssis à l'extérieur n'est pas ce qu'on appelle une couche chaude. J'ai fait les couches chaudes dans mon enfance, mon père ne faisait que ça. J'allais dire des kilomètres de couches chaudes, c'est bien évidemment exagéré, mais des mètres, il devait bien y en avoir une quinzaine, d'une dizaine de mètres de long, et je connais le travail que c'est que de les vider à l'automne, de les remplir au printemps avec du fumier frais, de tamiser cette air, de la remettre dedans. Ça fait partie de ce que j'appelle dans mon livre les corvées, le jardin ou le potager corvé, exactement ce à quoi je veux échapper. Alors on va regarder ces différents détails, on va regarder un peu les variétés. Je vais prendre mon cahier pour vous commenter un peu l'état actuel de ce qu'on peut observer hors voile et sous voile. Je vais aussi vous donner des indications sur les températures que j'ai notées, même si ces derniers jours, je suis un tout petit peu moins assidu. On va regarder ça. Les résultats, premières indications plutôt, ce n'est pas encore des résultats sur une très longue période avec beaucoup de données statistiquement significatives, mais en gros, en ce qui concerne les températures minimum atteintes, en général à la fin de la nuit, au petit matin, il n'y a pas une grande différence entre la sonde qui est découverte et la sonde qui est couverte. Assez régulièrement, j'ai dans ces mini une différence simplement d'1/2 degré. Donc par exemple,
moins 2,5 ici, moins 2 sur la sonde là-bas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai là. Là, j'ai par exemple moins 0,5, moins 1, 0,5, 0,0. Donc vous voyez que c'est très, très régulièrement juste un demi-degré de différence. Par contre, au niveau des maxis, ou en milieu de matinée, une fois que le soleil s'est levé et recouvre le dispositif, là rentre dans la serre, là les différences sont beaucoup plus importantes. Il y a souvent 5, 6, 7, 8 degrés de différence entre la sonde là-bas qui est couverte sous le voile et celle-ci. Par exemple ici, maxi 39,5 là-bas dessous, 33,5 ici. Par exemple, ici, à 12h45, 37, 29,5. Par exemple, ici, maxi, 39, 32,5. Donc voilà, je ne vous énumère pas toutes ces températures, mais dans la journée, et y compris, chose intéressante, lorsque le temps est gris, comme aujourd'hui, la sonde qui est couverte enregistre des températures bien supérieures, souvent 5, 6 ou 7 degrés de plus que la sonde qui est en dehors du dispositif. Donc il n'y a aucun doute sur l'effet du voile de forçage en termes de température moyenne, donc de température qui va favoriser ou non la croissance au cours de la journée. La température, le minimum, donc le risque de gel, la différence est moins spectaculaire. Néanmoins, ces sondes mesurent des températures qu'on pourrait appeler thermiques, comme la température météo. Je pense que ces chiffres ne traduisent pas fidèlement la totalité de ce qui se passe sous le voile. Qu'est-ce qu'il y a sous le voile? Eh bien, l'air ne bouge pas, l'air est plus humide, et donc il y a ce qu'on connaît bien maintenant des renseignements météo, une température ressentie, c'est-à-dire une température qu'on calcule en fonction de la vitesse du vent et en fonction de l'hygrométrie de l'air, qui est sans doute nettement supérieure. Donc ce ne serait pas moins 2, moins 2,5, il faudrait considérer, sans doute faudrait-il considérer une température ressentie qui fait que sous le voile c'est peut-être 0 et ici c'est peut-être moins 3. Je pense que la différence est plus importante du fait de plaquer une couche d'air et de maintenir de l'humidité qui joue un rôle important et qui est masqué par les relevés de ces sondes, on va dire, qui sont froides, c'est de l'inox, ça mesure juste la température de l'air. Voilà un premier point. Deuxième point, au niveau des levées. Donc il y a une variété qui est celle que j'avais semée le deuxième jour, la gotte jaune d'or, qui a été de très loin la première levée. J'essaie de retrouver mes données. Dès le 25 février, alors qu'elle a été semée le 16 février, j'observais les premières sorties. Ensuite, la deuxième a été ici, alors on est 1, 2, 3, le troisième rang ici, la laitue Appia, donc qui est une variété entre guillemets moderne, une laitue qui pomme. La troisième a été ici la reine de mai pleine terre. Et ici, j'ai une rangée qui n'a quasiment pas levé. Je pense que c'était une semence qui était un peu périmée, bien que elle était encore dans les limites de la DLC. Je crois que c'était une DLC date limite de 2023.
mais n'empêche que ça n'a pas du tout levé correctement. Les deux demi-rangs que j'avais fait là-bas de laitue de Saint-Antoine et de laitue blonde dorée que j'avais semé le 20 février sont sortis l'une le 5 mars et l'autre le 7 mars. Donc ça se passe relativement bien. Pour l'instant, les différences de taille ne sont pas du tout spectaculaires entre ce qui est sous le voile et ce qui ne l'est pas. Donc il y a sans doute une différence, mais pas quelque chose qui est absolument formidable. J'ai coincé par la planche là parce qu'il y en avait des tempêtes et que même dans la serre ça tempêtait. Bon, on voit quand même qu'elle est un peu plus dense ici, enfin un peu plus développée ici que là. Là on voit que les radis sont un peu plus gros ici par rapport à là. Partout les radis ont très vite levé, les fameux Gaudry 2, et donc on peut voir des petites différences. Voici au niveau de l'humidité que là par exemple l'humidité se répartit. Là j'ai des zones humides que je n'ai absolument pas dans la partie découverte. Chose aussi curieuse que je ne m'explique pas, mais là le voile est complètement déchiré et je me demande bien qu'est-ce qui a pu occasionner ça. Quelle bestiole est peut-être passée par là et a été contrariée par ce voile au point de le ronger. Quelques laitues donc, qui ont soit passé l'hiver, soit ici quelques pieds achetés en jardinerie et repiqués, donc qui seront les premières laitues qu'on va consommer assez bientôt parce que la rouge grenobloise là, vu sa forme, je la soupçonne de vouloir monter très prochainement. Voilà un premier point sur ces voiles et sur les précocités de levée, la vitesse de levée. Alors ici au premier plan, et j'incrusterai les gros plans, trois choses tout à fait intéressantes. Donc cette sonde, elle est restée en place, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle s'était stabilisée autour de 11 degrés, je crois. Elle n'a pas bougé de place et donc régulièrement quand je passais, je notais la température. Enfin, je n'ai pas noté sur mon cahier parce qu'en général, il est en haut à côté de l'ordinateur, mais noté dans ma tête les températures qui sont montées progressivement durant la belle période que nous avons connue au mois de février jusqu'à 14 degrés température du sol, donc à grosso modo 2 ou 3 doigts de profond. Puis, depuis qu'on est plus sur les giboulées de mars et un temps beaucoup plus frais et beaucoup plus de vent, elle est redescendue, elle était encore à 11 degrés il y a 2 jours, et là, à l'instant, elle est de 10 degrés. Donc on voit quand même comment ce sol, même dans une serre, donc, va voir sa température monter au fur et à mesure du rayonnement solaire, stocker de la chaleur, même s'il oscille légèrement dans la journée entre le matin et le soir, mais ça monte en oscillant, et puis à un moment donné, quand il n'y a plus assez de soleil, quand il y a beaucoup de vent, il descend en oscillant, et là, donc, on atteint de nouveau des minimums de l'ordre de 10 degrés. Deuxième chose que je vous montrerai ici, vous avez ici une magnifique trace de pied, de pas. J'ai dû à un moment donné, en faisant quelque chose, en essayant de tirer le voile, perdre l'équilibre, et j'ai marché là-dessus. Et vous voyez là des radis, des graines de radis qui sont tombées en dehors du rang, qui sont en train de lever. Vous voyez ici des oignons qui sont en train de lever comme les poils sur un chien, c'était l'expression de mon père. Donc, s'il fallait une fois encore combattre l'idée qu'il faut absolument qu'une terre soit meuble pour que les plantes elles poussent,
il y a ici une preuve évidente. Troisième chose, je le filmerai aussi partout, partout, partout. Donc avec l'humidité, hein, donc depuis que j'ai mis en place ce système et que de temps en temps je mets un petit tour d'eau, l'activité des vers de terre a repris et on voit donc partout, partout, partout des turicules, tantôt secs, ça veut dire qu'ils sont anciens, tantôt tout à fait frais, ça veut dire qu'ils sont tout à fait récents, peut-être de cette nuit. Donc même dans ce système artificialisé, les vers de terre, à condition qu'on maintienne l'humidité, peuvent maintenir une activité intéressante. Troisième ou quatrième chose qui est extrêmement intéressante, en regardant de près, vous voyez ici, des deux côtés de ce sillon que j'ai coupé, des zones blanchâtres. Là, 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 etc. Alors qu'est-ce que c'est que ces zones blanchâtres qu'on observe souvent dans les châssis ou dans les serres? Eh bien, c'est tout simplement que la solution du sol, qui renferme donc toutes sortes d'ions, ce qu'en chimie on appelle des sels, alors pas seulement sel au sens sel de cuisine, hein, mais potassium, phosphore, chlore, calcium, nitrate, etc. Ces sels qui sont dans la solution du sol, la serre étant avant tout un séchoir, c'est-à-dire un système qui va chauffer l'air et qui va évaporer des quantités considérables d'eau, et bien l'eau injectée ici par ce tuyau poreux dissout des sels, ressort ici, s'évapore et les sels se déposent. Ça, c'est un grand problème dans les serres ou dans les châssis où il n'y a pas, de par la pluie, hein, comme on n'est pas sous la pluie, on n'a donc pas les infiltrations profondes de ces sels, et éventuellement leur lessivage quand il s'agit de nitrate, mais on a des dépôts de sels qui peuvent se former. Et sur le long terme, certains de ces sels, notamment le sel de cuisine, le chlorure de sodium, hein, le sodium peut s'accumuler et devenir tout à fait nuisible et, on va dire, détruire la fertilité des sols. C'est comme ça que se forment les lacs salés, c'est comme ça que se forment des étendues arides et stériles dans les zones sèches, hein, dans les zones tropicales, les cuvettes de sel qu'on a en Libye, Algérie, Maroc, etc., notamment sur les périmètres irrigués, où il faut gérer cette question de salinité des sols. Donc il existe des techniques pour combattre ça, mais attention donc dans vos serres, cela peut devenir un problème, et d'où toujours mon idée d'apporter toute l'eau de pluie par un système de recyclage, donc idée que j'ai dans la tête mais que je n'ai pas encore réalisée, pour au maximum infiltrer ces sels, c'est-à-dire pour faire dans la serre comme s'il pleuvait dedans chaque fois qu'il pleut. Voilà donc 4 petits points de détail. Bon, ben, sous cet angle, avec ce voile, on va croire que je suis la mariée. C'était juste pour vous montrer quelque chose qui peut se produire chez vous et il ne faudra pas s'alarmer. Vous avez ici, par exemple, ces laitues iceberg qui ont passé l'hiver ici dans la serre, à l'état de toutes petites plantules, hein, on ne les voyait pas. Et donc là, je m'attendais à ce qu'elles pomment et me fassent des belles salades. Que nenni, voilà-t-il pas qu'elles ont décidé de monter en graines. On voit déjà les petites inflorescences là qui sont en train de se former. Ceci est tout à fait normal. La plupart de ces plantes, après une longue période d'hiver, donc de froid, retrouvent de la vigueur. Certaines de ces plantes sont naturellement bisannuelles. C'est le cas des oignons, c'est le cas des carottes, qui donc en deuxième année vont tout à fait naturellement monter en floraison. Les laitues, d'une façon générale, les salades, elles aussi sont, alors elles ne sont pas strictement bisannuelles. Dès qu'elles ont fini le cycle, et notamment quand elles ont subi une période de stress qui peut être la sécheresse,
stress qui peut être le froid, enfin bref, n'importe quel indicateur extérieur qui leur a dit « vous auriez pu crever », elles vont, dès que les conditions le permettent, produire des semences pour perpétuer l'espèce. C'est donc quelque chose de tout à fait normal, difficilement contrôlable, même si c'est, comment dire, agaçant. Hein. Alors c'est contrôlable en culture. Hein. En culture, l'été, on sait que les laitues, d'une façon générale, réagissent aux températures élevées, réagissent au stress lié à la sécheresse. Et donc c'est une des exceptions qui fait qu'il peut être conseillé tout l'été d'irriguer par aspersion dans la journée de façon à rafraîchir l'atmosphère et à apporter de l'eau. Ça va retarder la montée en graines puisque on atteint des températures beaucoup moins élevées sur des plantes qui sont mouillées, dans une atmosphère qui a été mouillée, que si c'est sec, et puis donc la plante a moins de stress hydrique. Donc salade, laitue, etc. sont une exception. Il faut prendre le risque qu'il y ait des maladies qui se développent sur les feuilles, mais on peut tout à fait, il est même intéressant d'envisager de les arroser par aspersion dès qu'il fait chaud. Comme quoi, ce n'est pas l'homme qui a inventé les exceptions sont dans la nature. Alors ici à l'extérieur, donc du côté des châssis, hein, donc châssis vitrés, là c'est du verre. Donc on a mis en route récemment pour y installer quelques plaques de semis. Les châssis sont une solution intéressante dans la mesure où c'est relativement facile à réaliser. Vous voyez les planches, etc. Là, c'est des vitres de récupération, mais on peut aussi le faire avec du polycarbonate, c'est-à-dire des plastiques, hein, en vente dans les magasins de bricolage. Petit volume, donc plus sensible aux variations de température que ne peut l'être une serre qui a un plus grand volume, donc plus d'inertie. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'introduction, ce sont des châssis froids, hein, c'est-à-dire que je les ai mis en place dans l'herbe, j'ai mis du foin et basta, je me refuse de creuser, j'ai fait ça en étant gamin, ça a été une corvée épouvantable qui me rappelle des souvenirs absolument détestables, et donc il n'est pas question que je fasse des couches chaudes, même si c'est une technique qui peut être tout à fait intéressante dans le cas de forçage de plantes, mais c'est un boulot de titan. J'ai là-dedans depuis maintenant, je ne sais pas, 15 jours, des plaques de semis avec quelques tomates qui ont levé, mauvaise levée pour l'instant, pour des raisons que je ne maîtrise pas encore bien. Je n'ai pas tout pigé, pourquoi c'est pourtant des graines neuves, enfin achetées neuves. Des fois, c'est des graines qu'on traîne, les sachets ouverts, 2-3 ans après, on les retrouve, et ce sont les semences qui sont entre guillemets périmées. Là, ce n'est pas le cas. Mais malgré tout, levée irrégulière. Alors deux choses intéressantes, hein. Il y a une sonde, la fameuse sonde numéro 3 qui dans un premier temps était à l'extérieur et que j'ai transférée ici, qui m'a enregistré il y a une dizaine de jours peut-être, hein, un moins 2,5 et je me suis dit, oulala, mes tomates, elles sont flagada, mes petits plants de tomates sont flagada, pas du tout. Ils ont brillamment tous résisté à ce moins 2,5. Hier soir, comme il avait fait un tout petit peu, enfin il a plutôt fait gris toute la journée, sauf dans l'après-midi, un petit coup de soleil, un vent glacial, et donc je m'attendais à ce que ce matin, les températures soient très très basses. Alors j'ai ce qui remplace les paillassons qu'on utilisait dans le temps, hein. On avait des pailles tressées, cousues ensemble et qu'on déroulait. Donc chez mon père, il y avait je ne sais pas combien de ces paillassons. On passait notre temps à trimballer des paillassons. Et évidemment, dès que les gelées menaçaient, il fallait vite couvrir les châssis. C'était souvent ma corvée du soir avant d'avoir le droit de faire mes devoirs. Et donc, je suis moderne, j'utilise des plastiques, ce qui me fait critiquer par les Khmer verts. Alors je vais être très clair, hein, il y a peut-être là-dedans quelques litres de plastique. Soyons clairs, je circule avec des voitures, notamment pour mes besoins personnels, pour aller faire mes courses, pour aller chez le kiné.
pour faire des conférences à droite et à gauche. Je consomme à peu près 1000 litres de carburant par an. 10 litres dans un plastique que j'utilise pendant 10 ans, pour moi ça ne compte pas. De même que il y avait un jeune qui m'avait critiqué pour mon usage de la débroussailleuse. Débroussailleuse, j'utilise peut-être 10 fois dans l'année, 2 litres d'essence, ça ne compte pas. C'est même pas ce qui reste au fond du bidon ou ce qui déborde quand on se sert de façon maladroite. Donc dans un bilan global d'une famille, il faut toujours regarder le tout et non pas les petits allumettes. Donc j'utilise ce truc plastique que je déroule sur ce châssis. Donc hier soir, je suis descendu le dérouler, je m'attendais à ce qu'il y ait du vent, donc j'avais mis quelques morceaux de bois et malgré tout, ce matin, je l'ai retrouvé là-bas parce que vers minuit, il y a eu un moment une turbulence assez forte, assez violente, qui m'a donc sans doute enlevé cet isolant qui est relativement efficace. Avec ça, je gagne facilement 2 degrés par nuit claire, au moins 2 degrés par nuit claire. Et donc ce matin, moins 4 enregistré à la sonde, et là, malheureusement, les plants de tomates, alors la majorité font juste la gueule, hein, des feuilles un peu enroulées, etc., ne sont pas morts, sauf un plant qui, lui, est couché là-bas. Je dégagerai la vitre et je vous incrusterai ça. Deuxième inconvénient de ces châssis, c'est qu'il faut arroser, ce qui n'est pas un énorme problème. Avec mon système donc, de tuyaux relié à ma cuve, je passe une petite giclette, simplement c'est quand même une astreinte, il faut être là. Pas tous les jours, hein, mais il y a guère dans des plaques de semis, il n'y a guère que 1 ou 2 jours de réserve, pas plus. Contrainte majeure, c'est le temps qui change. Donc là, il fait trop froid pour que j'ouvre. Si cet après-midi, je m'en vais, et si le ciel se dégage et qu'il y a un soleil qui tape là-dessus, beau ciel bleu, très vite ça va dépasser les 40 degrés, c'est-à-dire des températures létales, hein, mortelles pour les plantes. Alors je suis en train de cogiter un système qui n'est pas encore en place, parce que je veux voir comment ce machin fonctionne. Ce sont des vérins tels qu'on peut les utiliser sur les petites serres pour ouvrir des petites vitres qu'on les serre. Et donc, vous voyez que là-bas, j'ai cassé une vitre. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'image, mais donc une de ces vitres est cassée, que je vais remplacer par un plastique. Et je vais donc mettre une petite lucarne sur chacune de ces vitres, donc à peu près un rectangle comme celui-là, et mécaniser ce système qui réagit donc automatiquement à des températures de l'ordre de 25 degrés. Au-delà de 25 degrés, ça s'ouvre et lorsque la température redescend en dessous de la vingtaine de degrés, il y a ici un ressort de rappel qui ferme. Donc je vais essayer ça pour être un tout petit peu plus libre parce qu'il y a des moments où mon épouse travaille. Moi, là, fin de semaine, sur le week-end, je vais partir en Drôme. Mois de mai, je suis partout. Nantes, Le Tarn, les Charentes, où est-ce que je vais encore? Toulouse. Et donc, il y a des moments où il n'y a personne ici pour s'occuper de l'aération. Hein. Donc, ma femme peut éventuellement mettre une petite giclette arrosée le matin avant d'aller au travail ou le soir en rentrant du travail. Mais dans la journée, il faut être en mesure de réguler cette température. Oula, un bourdon, un gros bourdon qui se balade par là. Donc c'est le printemps, il cherche déjà des fleurs. Je vais en trouver tout à l'heure. Tiens, on va filmer ça aussi, les premières fleurs qui vont arriver sous peu dans le potager du paresseux, puisque donc la biodiversité, entretenir de la vie, attirer les butineurs de toutes sortes, les plus dingos, des plus gros aux plus moches, aux plus minuscules, est un objectif prioritaire dans un potager comme celui-là, si on veut que tout marche avec le moins de pesticides, avec pas de pesticides, avec pas de décoction, avec pas de purin, etc., puisque tout ça me fatigue et que je n'ai pas envie d'être dans des contraintes, j'ai envie d'être un jardinier libre. Voilà, j'en étais donc à ce système-là. Suite à un des prochains numéros, si j'avance techniquement sur la réalisation
de ce système. Et puis comme d'habitude, je vous tiendrai au courant si c'était une bonne idée ou une idée nulle à chier. Voilà, donc à propos du gros bourdon qui passait et qui visiblement était à la recherche de fleurs, ces brocolis qui ne donnent plus rien, mais que je laisse en place. Donc principe général, dès lors que je n'ai pas besoin immédiatement de la place, laisser pousser ce qui pousse, que ce soit des mauvaises herbes comme la Véronique de Perse bleue que vous voyez là-bas, ou ce brocoli en piteux état, sur lequel on avait récolté, mais qui est à moitié pourri, et pourtant à moitié pourri, il continue de faire de la photosynthèse et il continue de faire des fleurs qui seront donc les premières nourritures pour les premiers butineurs qui passeront par ici. Je n'ai pas noté la variété, je crains que ce soit un hybride F1, donc ça ne me servira à rien de récupérer la graine, mais sinon donc en général j'essaye d'avoir des variétés dites stables qui ne sont pas des hybrides, et à ce moment-là, non seulement je nourris les butinaires et j'attire les insectes vers mon jardin ou vers la zone à proximité de mon jardin, mais aussi je produis moi-même mes propres semences. Donc je fais d'une pierre deux coups. Toujours des carottes derrière moi là qu'on récolte, et déjà des oignons rocambole qui sont en train de sortir et qui vont bientôt faire leur rampe florale, toujours de la mâche en pagaille. Donc on continue de récolter de la mâche spontanée celle-là, donc ici je n'ai rien semé, c'est venu tout à fait spontanément. J'ai presque fini de tailler les cassissiers, mais ce n'est pas tout à fait fini. Alors ici un peu plus bas, surprise, ici un pied d'artichaut dont je pensais qu'il avait complètement gelé et que je vois rejeté à partir des racines, c'est pas, j'allais dire rhizome, mais ce n'est pas un rhizome, de la racine charnue qu'ont les pieds d'artichaut, et du coup il rejette de dessous le sol. On verra si ça produit. Les fraisiers sont en train de se développer, là, de faire les premiers bouquets de nouvelles feuilles. Les vieilles feuilles de l'an dernier sont en train de se dessécher et petit à petit de disparaître. Donc là, tout se passe bien. Ici, pour toujours vous montrer les bonnes nouvelles, de la mâche qui a poussé ici tout à fait spontanément, donc de temps en temps, quand la mâche monte en graines à un endroit donné où j'en ai cultivé, je prends des pieds de cette mâche montée en graines et je les balance n'importe où, comme ça l'année d'après ou dans 2 ans après, de temps en temps, j'ai de la mâche spontanée qui pousse. Regardez, c'est un pied de mâche, donc sans aucun travail, sans travail du sol, sans engrais, sans rien, sans rien, sans rien. J'ai pratiquement une ration de salade. Alors première fleur utile au potager ici, il s'agit de baie de mai, donc un lonicera, donc un chèvrefeuille du Kamtchatka, qui est la première baie qu'on peut récolter et manger sous nos latitudes dans un potager. L'an dernier, on a mangé les premières baies de mai avant la fin du mois de mai, juste à la fin du mois de mai, début juin. Donc cette année, c'est en avance. Je ne sais pas si ce que sera la météo encore sur le long terme, mais on peut s'attendre là à avoir des premières baies comestibles. Elles sont pas, c'est pas goûteux comme peut l'être du cassis, des framboises, des choses comme ça, mais bon, ça fait plaisir d'avoir des fruits frais très très tôt dans l'année. Donc baie de mai déjà en fleurs, il y a un autre pied ici, j'en ai 2 en haut dans la partie ornementale près de la maison, et ils sont tous au même stade. Alors ici les framboisiers du bas, donc je crois que celui-là c'est une autre variété qui est déjà très très avancée, mais tout au long on voit là que des bouquets de feuilles ont déjà émergé, donc je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe.
En gros, est-ce qu'on aura une récolte, enfin une météo clémente et donc une récolte très précoce, ou au contraire, on aura encore un coup de grisou et les framboisiers en question vont perdre les feuilles et vont être obligés de repartir de zéro, et donc on aura au contraire du retard. Ça, je pense que personne ne peut le dire à ce stade-là. On peut juste faire le constat que pour l'instant, la végétation est très très avancée. Alors on fait une rapide pause ici devant ce frêne. Donc ici on est le long de la limite nord du potager du paresseux, où j'essaye d'installer toute une série de frênes qui viennent spontanément à partir d'un arbre qui est un peu plus loin. Et donc les graines tombent ici. Alors ce qui pousse dans le potager, je les arrache, mais ici tout ce qui tombe sur la bordure, je laisse pousser, ce qui me permet ensuite chaque année de découper les perches qui se forment et donc de faire sur place mon propre BRF qui a été mis en place sur les fraisiers. Donc ces coupes, alors je ne sais pas, est-ce que ce sont des trognes, des têtards, il faudrait que je me penche un jour sur les définitions précises de cette façon de cultiver les arbres dans les haies et qui consiste à les décapiter très régulièrement. Alors ça peut être utilisé pour produire du bois de feu. D'ailleurs certains, comme vous voyez ici, certaines coupes étaient trop épaisses pour passer dans mon broyeur, donc ça fera des petites bûchettes pour la cheminée. Ce qui était en dessous de 4 cm à peu près, passé dans mon broyeur et a fait du BRF. Je rappelle pour ceux qui découvrent mes vidéos que le vrai BRF, à mon sens, c'est des branches de feuillus suffisamment fines pour n'avoir que du bois vivant et donc un rapport C sur N, carbone sur azote relativement faible, 50 à 70, et donc ne pas avoir d'effet dépressif marqué lié à des fins d'azote. Si on descendait et si on broyait des troncs beaucoup plus épais, il faut savoir que le cœur d'un tronc est fait de vrai bois, ce qu'on appelle le bois d'œuvre, le duramen, et ces bois d'œuvre sont très très riches en carbone, très très pauvres en autres éléments. Ne jamais oublier qu'un arbre, c'est, on va dire, un poteau mort. Donc, la partie interne d'un tronc est morte, entourée d'une pellicule vivante qui est constituée donc par ce qu'on appelle le bois vivant ou aubier. C'est dans cet aubier que l'arbre stocke ses éléments nutritifs d'une saison sur l'autre. Donc à partir du moment où il prépare la chute des feuilles, il va transférer des tas d'éléments nutritifs utiles, solubles, des sucres, des acides aminés, etc. Dans cette partie vivante. Donc quand on prend une branche fine, on n'a que ce bois tendre, riche, enrichi, on pourrait dire, en éléments nutritifs par l'arbre pour avoir des réserves pour faire les pousses, les bourgeons et les nouvelles feuilles au printemps. Donc c'est ça, à mon sens, ce que j'appelle parfois le vrai, entre guillemets, BRF, parce que malheureusement, on trouve beaucoup de BRF qui n'est que du broyat de bois dans des proportions très très variables. Si on prend un gros tronc et qu'on le broie, on va avoir 80% de bois mort, pauvre, c'est sur N de 150, 200, 250, et très peu de bois vivant, alors que si on prend une branche de moins de 5 cm, hors de grandeur, à ce moment-là, on n'a que du bois vivant gorgé d'éléments nutritifs, et donc l'effet, quand on va l'appliquer sur le sol, ne sera pas du tout le même. Voilà donc ce BRF ici en place. Donc il faut le mettre en place très très vite parce que vous constaterez que les champignons l'attaquent assez rapidement puisque justement c'est une substance assez riche, assez nutritive, gorgée de plein d'éléments nutritifs et donc le vivant, les organismes vivants ne traînent pas. Donc ce BRF, c'est ce que j'utilise de façon tout à fait préférentielle
pour les fruits rouges, hein. Donc ici, fraisier, framboisier, bien que je vous ai montré la dernière fois que cette année, j'avais utilisé une combinaison de feuilles mortes et de foin. Donc ici, ce BRF de frêne. Plus loin ici, ce sont justement les tailles des framboisiers. Hein. Donc ça, ce sont les vieilles tiges des framboisiers hachées et que je mets ici. Donc je mets les framboisiers sur les fraises. Alors, je n'ai pas étudié ça très en profondeur, mais je pars du principe qu'une maladie du framboisier n'est pas nécessairement, ou a même peu de chances, d'être une maladie du fraisier. Donc plutôt que de mettre ça sur le framboisier et de maintenir des souches ou des germes de maladies sur place, je préfère faire ce croisement. Donc pour les plantes, les légumes annuels ou bisannuels, on fait une rotation des cultures, donc on déplace les cultures de façon à ce que si jamais ce chou qui est ici à ma gauche avait une maladie qui s'est logée dans le sol, ben pendant 3, 4, idéalement 5 ans, il n'y a pas de chou au même endroit. Et donc si c'est une maladie spécifique au chou, ne trouve rien à grailler, elle va crever et être démantibulée par le système vivant du sol. Si je remets du chou au même endroit, bien sûr, elle va trouver ce dont elle vit et va se développer très très vite. Donc ça, pour les plantes annuelles qu'on replante, ben, ce sont les légumes qui bougent. Pour les plantes pérennes, celles qui restent pendant une période très très longue, c'est les déchets broyés qui bougent. Donc je fais une rotation des déchets. Les déchets de framboisier hachés sont ici sur les fraisiers. L'inverse ne marche pas évidemment. Le fraisier ne me produit pas des déchets pour pailler mes framboisiers, d'où le fait donc, que j'utilise, quand j'en ai, du frêne ou des branches que je broie dans la forêt, ou donc cette année des feuilles de noyer et du foin. Je pars du principe qu'il n'y a pas de maladie commune, même si je n'ai pas tout étudié, toutes les maladies qui existent, qu'il y a peu de chances qu'il y ait des maladies communes entre le noyer et le framboisier. Alors bien évidemment, pas de vidéo au potager du paresseux sans qu'il soit question de rats aux pieds. Et donc ici, normalement, il devait y avoir une belle rangée de chicorées. Je crois que c'est la rouge de Trévise. Et puis, bien entendu, les campagnols sont passés par là, ont découvert ma belle rangée et m'ont grignoté les racines charnues, hein, les racines riches de ces chicorées. Je rappelle que les chicorées sont une plante qui fonctionne sur un cycle sur 1 an et demi. Une année, elle se développe, étale ses feuilles, remplit ses racines d'éléments nutritifs. Donc on a une racine charnue extrêmement riche, extrêmement nutritive. Et la deuxième année, à partir, donc normalement maintenant, à partir de cette racine, devraient se former des rejets. Alors on peut aussi les forcer, bien sûr, en cave, et c'est pour ça que les chicorées, comme les champignons, font partie des légumes qu'on montre souvent à la télé dans le cadre de l'agriculture dite urbaine, et en particulier donc de ce qui se fait dans certains garages ou sous-sols à Paris, bien évidemment, puisque donc ça consiste à importer la biomasse. Ces racines ont grandi ailleurs, ont fixé le soleil, on ramène la biomasse, on peut le mettre dans le souterrain, on peut les mettre dans des galeries, on peut les mettre dans le métro, où qu'on veut. On apporte la réserve nutritive et donc ça pousse à partir de là. Les chicons, hein, ce qu'on achète, les chicorées dites chicons, sont produits souvent dans des hangars, hein, donc complètement hors sol. C'est la racine qui a été produite dans le sol. Donc voilà, dégâts, là, tout a été
rongé par mes magnifiques coyotes. Tiens, déjà 2, 3 limaces ici, tout à fait intéressant. Dès qu'il y a de la matière organique morte, 4 limaces. C'est parti mon kiki. Celui-là avait suffisamment de réserve pour faire des toutes petites pousses. Celui-là aussi. Mais pas de quoi nourrir un jardinier paresseux. Bref, donc à cause de ces râteaux-pieds, pas de chicon, hein, pas de rouge de Trévise, mais rien n'est jamais totalement désespéré dans un potager. Pour attirer les râteaux-pieds et mieux les piéger, j'avais l'an dernier installé du persil tubéreux. J'avais remarqué que les râteaux-pieds aiment beaucoup le persil, les racines de persil. Donc je m'étais dit, je vais faire mieux, je vais leur cultiver de ci, de là, du persil tubéreux, hein, donc qui fait des grosses racines, un peu comme des petits céleris. Et je l'avais mis ici parce qu'une des zones de circulation de mes râteaux-pieds, c'est le long de cette haie. C'est là où ils trouvent en hiver des racines souterraines. Et donc là, il y a une véritable autoroute de râteaux-pieds. Et je me suis dit, donc dans ce tunnel, ce qui est le tunnel à tomates qui a été débâché, hein, pour éviter que les bâches soient abîmées par la tempête en hiver et que tout ça, ça s'envole encore une fois. Et puis aussi pour faire en sorte que la pluie s'abatte sur le foin et sur le sol et que donc il y ait ce lessivage que j'évoquais dans la serre tunnel tout à l'heure, et donc l'activité du sol soit la plus naturelle possible ou la moins artificialisée possible. Et donc je me suis dit ici sur le bord, hein, puisque là on n'a pas la hauteur suffisante pour des tomates, je vais installer ce que j'appelle donc des plantes martyrs, hein, donc des plantes destinées à servir de nourriture ou d'attrait à ce qu'il est convenu d'appeler des nuisibles ou des parasites. Et puis alors, essayez de comprendre les râteaux-pieds, je leur fais ce qu'ils aiment le plus ici au long, sans doute qu'ils ont un don surnaturel, ils m'ont vu venir, ils se sont dit, l'autre fada, il nous a mis des plantes martyrs, c'est trop beau pour être vrai, on n'y touche pas, il y a un piège. Et ils ont été à Méchicon, où il n'y avait pas de piège. Et du coup, j'ai découvert ce légume qui s'appelle donc le persil tubéreux. Alors, je ne l'avais même pas démarié puisque je ne voulais pas le produire pour moi. Et j'ai été très, très surpris par la taille que prend ces machins. Donc voilà, hein, je les arrache là devant vous. Je les ramasserai tout à l'heure. Et alors, nettoyer et manger cru, ça a un curieux goût, un peu de carotte. C'est plus proche de la carotte, en fait, que du céleri. Et puis, bien entendu, la partie verte, hein, les feuilles, ont tout à fait l'arôme de céleri et peuvent servir de condiment. Donc ça a été, donc, grâce à mes râteaux-pieds, une très bonne découverte. Je m'y serais sans doute pas intéressé comme ça, a priori, je ne sais pas pourquoi. On a de ces a priori, hein, ça fait partie des bêtises qu'on a dans la tête. Jamais fait de céleri, céleri. On n'a jamais fait de persil tubéreux. Pourquoi on ferait du persil tubéreux? Mon père n'en faisait pas, dans la famille personne n'en fait. Donc voilà, on néglige. Et c'est une erreur. Merci les râteaux-pieds. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, hein. Ils ne peuvent pas que passer leur vie à m'énerver. Au fait, à propos d'oignons rocambole, j'ai ici, parce que j'ai toujours beaucoup de peine à jeter des plantes qui sont encore vivantes, donc même des bulbes qui ne ressemblent à rien sont des plantes vivantes. Donc j'aime pas ça, et donc j'ai mis ça dans ces plaques de semis qui ont passé l'hiver. Si parmi vous certains veulent des oignons rocambole, qu'ils me fassent
un petit mail. Je pense que cela passe dans une enveloppe lettre suivie aux environs de 3,72 € si ma mémoire est bonne, pour moins de 500 grammes, et je pourrais vous les expédier. Donc, je rappelle que mon adresse mail est peut-être pas à la fin de toutes les vidéos, mais à la fin de la majorité des vidéos, en particulier les anciennes. Plus récemment, j'ai un peu oublié de remettre ces écrans bleus avec mon adresse mail pour le potager. Quelques-uns qui ont crevé, donc ils sont pourris, celui-là, donc j'en ai pas 500, mais je dois bien en avoir quand même, allez, au pif, une cinquantaine, trentaine, c'est sûr. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. Ce sera peut-être pas trop longue celle-là, bien que quand je suis pris dans mes explications, je me rends pas bien compte du temps que je mobilise. Dernier petit point peut-être, je suis toujours surpris de l'importance que les gens accordent à des choses qui les touchent très très peu. Cycle de la lune, pas lune, machin, les guides, donc un tel, soi-disant personnage célèbre, dit qu'il faut semer à tel moment, va semer à tel moment, dans n'importe quelle condition. Je vous invite à jardiner les idées au clair, le bordel dans le potager, on l'a déjà dit, et avec un regard particulier sur un certain nombre d'indications que vous donne la nature. Donc ici à mes pieds, ces narcisses en fleurs sont une indication assez précise sur le fait que les températures du sol à une dizaine de centimètres sont suffisantes pour dire à cette narcisse, dépêche-toi, installe-toi très vite parce que sinon tu vas te faire avoir par l'herbe. L'herbe n'est pas encore bien installée, mais elle va arriver, donc dépêche-toi, fais ton cycle, fais tes fleurs, remplis ton bulle pour l'année prochaine. Et puis après, l'herbe se développe, les vaches vont arriver brouter tout ça, toi, tu seras dans le sol. Le forsythia est un indicateur, donc le forsythia en fleurs est un indicateur qu'il faut avoir à l'œil. Les véroniques de Perse en fleurs sont une indication. Plus haut, j'ai des crocus. Je vous ai montré les baies de mai en pleine floraison. Je pourrais vous montrer les rosiers de Damas qui sont en train de bourgeonner. Je peux vous montrer des mâches, les mâches à grosses graines. Donc ça, c'est tout le groupe, on va dire, italien des mâches. Ce sont normalement des mâches qui ne supportent pas les hivers très rudes. Elles font des feuilles plus grandes, elles font des graines plus grandes. C'est pour ça qu'on les appelle mâches à grosses graines. Et donc elles sont déjà en train de faire des branches. Je vais encore aller vous filmer ça et l'insérer. Elles font déjà des branches sur lesquelles très vite il y aura des fleurs et sur lesquelles très vite il y aura des graines, parce qu'elles aussi, normalement, elles poussent dans des terrains occupés, elles poussent dans la vigne, elles poussent dans les vergers, et elles sont en concurrence avec les herbes. Donc pour elles aussi, le message est clair, je m'installe à l'automne une fois que l'herbe décline, et je dois avoir bouclé mon cycle au printemps lorsque les herbes vont se développer. Donc je distingue ces mâches-là à grosses graines, à grosses feuilles, des mâches de type coquille qui sont donc plus petites feuilles, qui sont les véritables mâches d'hiver, elles sélectionnées dans le nord de l'Europe, coquilles de Louviers, etc. Il y a un certain nombre de variétés qui traînent des noms de villes du nord, parce que celles-là, ce sont les vraies mâches d'hiver qui peuvent se prendre à -20. J'ai souvenir chez mes parents de mâches qu'on cueillait alors qu'il faisait des températures épouvantables de -15, -20. Voilà, donc c'est
indicateurs, ce qu'on appelle les stades phénologiques, c'est-à-dire les stades de développement de différentes plantes, doivent être votre guide qui, d'une année sur l'autre, vous disent globalement si l'activité reprend dans le sol, si la température est suffisante pour que les bulbeuses se développent, si ceci, si cela. C'est bien plus fiable que ce que des gens s'autorisent à dire ou s'autorisent à penser ou s'autorisent à écrire dans des bouquins. Soyez observateurs, les yeux dans la nature. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que me dit le fait que le forsythia est en fleurs? Qu'est-ce que me dit le fait que ces narcisses sont en fleurs? Ah, puis il faut que je vous filme cet oignon-là. Dans la dernière vidéo, je disais que la nature, enfin les plantes n'ont qu'une envie, c'est de pousser. Voilà donc ici un oignon qui est tombé sur une bâche que j'ai mise ici pour installer le jardin du hérisson. Cet oignon qui est tombé là-dessus a passé ses racines à travers la bâche, ou même sur la bâche, est en train de se développer. Je vous l'incrusterai. On va rester sur ce symbole de la nature qui n'a qu'une envie, c'est de vivre pourvu que l'homme ne fasse pas des bêtises qui la contrarient. Ah, il faudrait aussi qu'on parle des ronces. Pourquoi il y aura dans un système où on ne travaille pas la terre toujours des ronces, comme ici par exemple, celle-ci, pour une raison, alors je vais vous le donner, pour une raison très très simple, c'est tout simplement que les oiseaux sont très friands de mûres, mangent des mûres, digèrent les mûres, mais ne digèrent pas les graines des mûres, et donc il y a toujours un oiseau qui passe quelque part. Ils sont plus nombreux près des haies, près des grillages, près des poteaux, et c'est pour ça que les mûres envahissent en général les haies, mais il y en a partout, j'en vois toujours qui surgissent là au milieu de mes fraisiers, près de mes cassissiers, etc. C'est très simple, un oiseau est passé par là, s'est soulagé de ses graines, et comme la nature n'a qu'une envie, c'est de pousser, évidemment, de temps en temps, il y a des ronces qui apparaissent comme ça, donc des mûriers, qui apparaissent spontanément dès lors qu'on ne travaille pas le sol. Et donc, celui-là est déjà un peu bien installé. Je mettrai des gants pour l'éradiquer. Je ne vais pas y arriver sans me foutre une épine. Mais en général, quand je les aperçois quelque part dans une planche, au stade de jeunes plantules, ça s'éradique comme un rien. Voilà. Et puis là, je pense qu'on va s'arrêter. Je vais vous saluer et donc à une prochaine. J'espère que le rythme de mes activités me permettra de soutenir ce principe de chronique, alors je ne dis pas hebdomadaire, mais tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, faire un rapide point sur ce qui a évolué ou ce qui a foiré ou ce qui n'a pas évolué parce que j'étais trop paresseux. Ciao, à une prochaine.